Je vais passer la parole à Pascal Barret, donc maire d'Aradon et élu au Parc naturel régional, pour nous faire l'ouverture de cette visio. Donc, bonjour tout le monde. Merci Madeleine. Je suis effectivement maire d'Aradon. Je n'ai pas eu tout le monde lors de la première étape de ce projet. Je suis chargé au sein du PNR de la commission valorisation économique et la marque Valeur Parc, en tant qu'élu, bien sûr, hein. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième étape. C'est le deuxième événement organisé dans le cadre du dialogue, qui a été le dialogue sur la transition agricole et alimentaire, porté par le PNR et co-animé par le GAB 56. Hein. Le premier atelier de lancement, le 18 novembre dernier, comme je le disais au début, a fait l'objet d'un enregistrement. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au premier tour, vous avez une chance de vous rattraper au second tour. Et vous pouvez aller, je crois que Madeleine va mettre le lien, ou il l'a mis déjà. En tout cas, c'est disponible sur Internet. Aujourd'hui, comme l'a dit Madeleine, ça devait être une visite réelle de fermes et de magasins. Ce ne sera pas le cas, mais je crois que les images qu'il a pu réaliser sont d'excellente qualité. Il va nous le montrer tout à l'heure. Et donc, on fera ces visites par le biais des vidéos et bien sûr d'échanges. Le but, c'est d'interagir entre nous pour dialoguer sur cette grande question de la transition agricole et alimentaire. Objectif de la matinée, découvrir comment les acteurs de la filière se sont organisés pour que cette filière justement biologique et locale s'organise au mieux. Voilà, chers amis, je vais laisser à nouveau la parole à Madeleine pour le déroulé de cette matinée. Bonne matinée à tous, salut. Merci Pascal. Je laisse Pierre Vouillet du GAP 56 se présenter et nous présenter l'approche. Merci Madeleine. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Parfait. Alors, nous allons vous présenter un rallye filière légumes à travers le golfe du Morbihan. Je suis en présence ici, nous sommes trois, avec Corentin de la ferme de Couette-Navalène à Sulniac. Également avec moi Adrien Van der Merck de la petite ferme à Elvin. Et ce rallye nous emmènera jusqu'à Saint-Avé à la Golfe, fraîchement ouverte. Donc nous n'avons pas choisi ces trois acteurs par hasard. Ils font tous les trois partie d'un collectif qui s'appelle la filière Légumes Bio 56. C'est une association qui regroupe des producteurs et des magasins spécialisés bio, comme les Biogolf, dans le Morbihan, et qui a pour but de mutualiser l'offre locale de légumes bio pour livrer les magasins spécialisés. Et donc aujourd'hui, nous allons vous montrer une partie de cette filière à travers ces trois acteurs. Voilà pour la présentation et le cadre. Et juste, je n'ai pas présenté ce qu'était le GAB 56, c'est le groupement des agriculteurs biologiques du Morbihan, qui est une association de producteurs et de productrices. Madeleine, est-ce que je te laisse prendre la main sur le lancement de la première vidéo? Eh ben oui, si tu veux, Pierre. Donc ceux qui étaient au lancement ont eu l'occasion et le plaisir d'entendre Marion Chauveau aussi présenter le GAB. Donc vous pouvez aussi retrouver ça dans la vidéo de lancement. La première vidéo, c'est celle qui s'appelle Couette-Navalène 1.intro. Donc je vous invite à la regarder. Elle dure 1 minute 20. Eh ben, écoutez, je vous propose de la lancer dès maintenant, chacun de votre côté, donc en coupant votre micro, du coup, qu'on n'ait pas plein de retours Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas de son sur cette vidéo, donc on n'aura pas de problème de ce côté-là. Donc, je vous invite à la lancer maintenant, et puis on reprend la main dans 1 minute 30.
Voilà, moi c'est fini chez moi. Pierre, je vais te laisser déjà t'assurer que c'est bon chez tout le monde et puis prendre la suite avec Corentin. Ça marche, ouais. Pour nous, c'est bon aussi. On a vu toute la vidéo. Si pour tout le monde, c'est OK, maintenant, je laisse Corentin prendre le relais. Bonjour à tous, Corentin Le Drogan, installé depuis 2017 avec mon frère sur la ferme de Couette-Navalaine. C'est sur la ferme à la production, on a un GAEC, on est 5 associés et on a une SARL pour la vente avec également les 5 mêmes associés. Moi à la base, j'ai fait des études d'ingénieur informatique et suite au départ en retraite de mon père et de ses frères, les anciens associés, on a décidé de s'installer. Voilà ce que je peux dire. Moi, mon rôle sur la ferme, c'est plutôt sur la partie production dans le GAEC. Voilà pour cette première vidéo, ce que je peux vous dire. Alors, du coup, là, ce qu'on va vous proposer maintenant, donc on a imaginé une visite de ferme telle qu'on aurait pu la faire en physique. Et donc, on va pouvoir aller parcourir. Vous allez voir, c'est fléché dans les vidéos. On a une carte à chaque fois qui nous indique où est-ce qu'on est sur la ferme. Alors, c'est pas aussi bien qu'en direct. Je vous le conseille. On essaie de rendre la chose un peu ludique. Et donc là, on va commencer à se déplacer pour aller vers le premier atelier. Donc, c'est la deuxième vidéo de Couette-Navalaine. Et surtout, n'hésitez pas à regarder et à noter vos questions. Corentin est là. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à poser vos questions et Corentin y répondra. Je vais peut-être me lancer dans les questions. Donc, quelles sont les différentes productions de légumes que vous avez? On voit les oignons, mais peut-être que vous pouvez nous décrire les différentes productions. Oui, alors du coup, c'était la suite du témoignage avec la deuxième vidéo. On allait justement parler de ça. Alors sur la ferme, déjà, on a une SAU d'à peu près 80 hectares qu'on a passé en bio. On a commencé la conversion il y a maintenant 5 ans. Et donc, à part une partie fruits rouges qu'on va passer en conversion l'année prochaine, l'ensemble de la ferme maintenant est en bio. Et donc en production, on a une quarantaine de légumes différents, que ce soit en plein champ. En général, on est sur une trentaine d'hectares chaque année en plein champ et 2 hectares sous abri. Donc dans la vidéo, l'exemple c'est la plantation en ce moment d'oignons blancs sous la serre en verre. Et donc ces oignons blancs seront récoltés au printemps. C'est des cultures en ce moment qu'on met sous abri sont assez longues. C'est les créneaux avec les jours les plus courts et puis les températures les plus basses. Sous cette serre-vert, l'été, on fait des cultures de tomates, aubergines, poivrons qui demandent un peu plus de chaleur. C'est une serre-vert qui a été construite dans les années 90. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a encore des systèmes de chauffage, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui
en bio sous la serre. Donc voilà. Sur la ferme, en plus d'être 5 associés, on a également 4 postes en CDI, 3 postes en CDD de mai à octobre et une dizaine de saisonniers sur mai à septembre. Donc là, pour la partie oignon, là, c'est des plants qu'on reçoit en motte ou alors qu'on sème nous-mêmes en motte et qu'on vient planter sur un paillage à la main. On travaille comme ça sous abri, que ce soit sous la serre-vert ou sous la partie serre multichapelle qu'on va voir après dans une autre vidéo avec la culture des carottes. On va se déplacer sur la 3e vidéo qui s'appelle Couette Navalène 3 production de carottes. Pardon. Et donc sur la carte qu'on vient de voir, là c'est sur la serre qui est un petit peu en dessous, donc ce sont des tunnels plastiques. Je vous propose, si tout le monde est prêt, de lancer la vidéo numéro 3 qui s'appelle Couette Navalène 3 production de carottes. Ok. Et donc pareil, Corentin va vous expliquer cette fois-ci la production de carottes. Donc là, sous abri, c'est la carotte, on essaie d'en produire à peu près toute l'année. Donc là, en ce moment, on récolte à l'extérieur les carottes qui ont été semées de avril à début juillet. Et on a les semis que vous pouvez voir, les sous-abris, qui sont faits à partir du mois d'août et qui seront récoltés au printemps. Donc là, c'est de la carotte semée en planche. On met 5 grands par planche. Et donc là, dans la vidéo, vous avez une démonstration du binage. Donc là, on passe pas avec les tracteurs pour le binage, c'est à la main ou alors avec des petites houes rotatives, des pousse-pousse. On essaie de passer au plus près du rang pour passer le moins de temps à la main au désherbage. On fait entre l'abri et l'extérieur, on fait à peu près 2 hectares de carottes chaque année. Ce que j'avais pas dit, c'est qu'on vend la plupart de nos produits en direct sur les marchés ou à la ferme. 90% en gros de ces carottes seront vendues en direct. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à cette production-là ou à ce tunnel qu'on vient de voir? C'est impressionnant, c'est immense. Moi, quand je vois ça de l'extérieur, je me dis, on pourrait quand même nourrir nos petits-enfants dans les écoles. Mais c'est un autre sujet. Sur la carotte. On essaie déjà de vendre. Comment? On essaie déjà de au maximum vendre en local sur les marchés du coin et donc aujourd'hui avec la création de la filière, il y aura une bonne partie de ces légumes qui seront vendus dans les magasins du secteur du PNR justement. Est-ce que tu as une idée de la quantité de carottes que tu produis, Corentin, sur une année? Non, j'ai pas. En fait, les carottes qu'on voyait sous abri, on ramasse beaucoup en botte au printemps, mais comme ça de tête, j'ai pas les chiffres. C'est plusieurs tonnes de carottes chaque année, mais j'ai pas les chiffres en tête. Désolé. Combien d'hectares? 2. 2 hectares carottes sur 80 tonnes. Non, moins. Sur un rendement, on va prendre un rendement qui n'est pas marseillais, on 30 tonnes à l'hectare de carottes. Ouais. Donc il y a 2 hectares, donc on peut imaginer 60 tonnes de carottes pour une année classique de production, sans aléas climatiques, voilà, sans rater. Et c'est un des produits qui nous demande le plus de temps en main d'œuvre, notamment avec le désherbage qui est assez exigeant sur ce produit. La carotte elle met assez longtemps à lever et à couvrir le rang. Donc c'est un des produits les plus exigeants en main d'œuvre. Est-ce qu'il y a besoin Alors je vous propose de passer à la vidéo numéro 4.
Ah, pardon. Pardon. Oui, Parce qu'il y a oui, besoin de... Oui, sous voilà. abri, il y a de l'arrosage. Oui, c'est ce qu'on voyait sur la vue aérienne. Il y a un bassin de retenue d'eau et qui nous permet d'irriguer, que ce soit sous la serre en verre ou sous les multichapelles, qui nous permet d'irriguer les cultures. Après, à ces saisons-ci, on essaie d'irriguer le moins possible, car avec la météo, ça sèche pas vite sous les abris et on a souvent de la pourriture sur le feuillage de la carotte, par exemple. Parce que là, on le voit pas sur la vidéo, elles ont été décachées, mais elles étaient cachées avec un filet parce qu'il y a la mouche de la carotte qui fait pas mal de dégâts. Donc pour se protéger, on met un filet, mais le problème c'est qu'on a de la pourriture qui peut se mettre sous le filet avec l'irrigation. Corentin, une question sur les Alors, je vois qu'il y a une amendements. question dans le chat que je vais poser à toi. Comment est faite la rotation des cultures et les sols doivent s'appauvrir? Comment sont faits les amendements? Donc la rotation des cultures, on essaie maintenant qu'on a un nouvel abri, jusque-là c'était compliqué, et avec le passage en bio et le nouvel abri, on essaie de revenir le moins souvent possible. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur des rotations de 5 ans, en carotte notamment, on est plutôt sur 3 ans, quoi. Tous les 3 ans, on revient avec une planche de carotte au même endroit. Et au niveau des amendements, donc il y a un apport en fumier qui est fait chaque année. Et autrement, on essaie de semer un couvert si c'est possible entre les cultures. Là, la partie où il y a les carottes, par exemple, on avait du haricot rame aussi, qui est une légumineuse pendant l'été. Donc voilà. Sinon, on a du bouchon organique qu'on apporte aussi au début de chaque culture. Et du coup, juste pour le couvert, c'est ce qu'on appelle un engrais vert. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure dans une prochaine vidéo. En extérieur, ouais. Ouais. Il y a une question, d'où vient le fumier? Le fumier, c'est un échange avec un voisin. En fait, on lui fournit de la luzerne. On sème pas mal de luzerne en extérieur. Et donc, on fait un échange de luzerne-fumier. Et le fumier, on le laisse composter entre 6 mois et 1 an avant de l'apporter dans les abris. On peut passer peut-être à la vidéo. Ouais. Alors, donc, je vous propose de commencer la vidéo numéro 4 qui s'appelle Couette Navalène 4, production d'endives. Donc, moi, je la lance en ce moment et dire 1 minute 43. Et Corentin pourra nous expliquer ce qu'on voit à l'écran. Donc, sur la ferme, historiquement, il y avait une production porcine qui a été arrêtée avant que l'on s'installe. Et donc, on a décidé d'utiliser les bâtiments pour faire du forçage d'endives. Donc, on cultive nos racines en plein champ. C'est en ce moment qu'on les récolte à mesure des besoins en plantation. Et donc, on vient les forcer dans ces chambres noires. En fait, on essaie de garder l'obscurité. On vient les forcer sur une couche de mélange de compost et ça fait un terreau, en fait. C'est un compost qui a travaillé pendant 3 ans, qu'on fait sur la ferme, et on vient forcer les racines dans ce compost. Je pense qu'il y aura la question, c'est vrai que l'endive, avec le champignon peut-être, c'est une des cultures qui sont tolérées sans contact direct avec le sol dans le cahier des charges bio. Après, il y a plusieurs façons de forcer. Il y a du forçage d'endive qui est fait en bac dans de l'eau. Nous, on a quand même décidé de garder ce contact de la racine avec la terre, quoi, avec du compost. Là, vous pouvez voir les endives qu'on va ramasser la semaine prochaine sur la vidéo. Alors, il y avait des questions, je crois, j'ai vu défiler. À qui revendent-ils leurs produits? Donc, Corentin. Nous, c'est principalement sur les marchés, comme je le disais en début de vidéo, et autrement directement à la ferme. On a quelques restaurateurs qui viennent. Cette année c'est compliqué, mais qui viennent autrement sur le marché. On a du mal à mettre en place les livraisons. On a de la demande là-dessus sur les livraisons, mais ça nous demande beaucoup de temps, donc on a du mal à mettre ça en place. Et puis maintenant, on a le nouveau débouché de la filière qui
qui est en train de se lancer. Donc, on va en parler un peu plus après. Et donc, il y avait une question également de Monsieur Loueza. Mettent-ils des intrants chimiques de synthèse dans leur culture? Oui. Non, pas dans les cultures que l'on voit là en vidéo, il n'y a pas d'apport d'engrais chimiques. En fait, c'est en bio, quoi. Tout ce qu'on voit là, c'est des cultures qui suivent le cahier des charges bio. Voilà, avec la spécificité de la production d'endives qui a une dérogation pour pouvoir faire le forçage en hors-sol. Parce que c'est une des premiers fondements du cahier des charges de l'agriculture biologique. Il y a interdiction de faire du hors-sol, à part, comme l'expliquait Corentin, le forçage de l'endive et la production des champignons, qu'on retrouve notamment dans les biocoques, les champignons du Morbihan de Rémingol. Voilà, ce sont deux productions qui ont une dérogation pour finir la production en hors-sol. La racine qui est cultivée en plein champ se suffit à elle-même pour produire l'endive que l'on récolte ensuite. Et pas de ravageurs. On peut peut-être passer. Ouais, je laisse. Vous n'avez pas de ravageurs sur toutes ces cultures. Ah, si. Comme je disais, sur la carotte, notamment, il y a la mouche de la carotte. Et la protection qu'on a pour la carotte, c'est de mettre un filet anti-insectes. On protège les cultures beaucoup avec des filets. Ok. Eh ben, je propose, du coup, là, on a vu des productions en sous-tunnel et une production de forçage sur une ancienne porcherie. Je vous propose d'aller en plein champ et de commencer la vidéo qui s'appelle Couette Navalène 5 plein champ, prod plein champ. Voilà, je lance la vidéo, elle dure 2 minutes 25. Je peux peut-être, du coup, en même temps que vous regardez la vidéo, en parler. Donc ça, c'est une parcelle qui se trouve, une des parcelles les plus près que l'on a de nos bâtiments. Cet été, c'était la production de salade dans cette parcelle. Et donc, derrière les dernières salades qu'on a ramassées, il y a un couvert qui s'est semé un peu tard. On voit qu'il est à peine en train de se développer. C'est un couvert, il y a de la facélie, de la vesse et du seigle. Dans cette parcelle en ce moment qui est encore au champ, on a également une production de navets violets, navets boule d'or. On a aussi, on va voir un peu plus loin dans la vidéo, on a une production de poireaux sur laquelle on va arriver. Chevreuil. Ah, passage de chevreuil. On a des dégâts avec le chevreuil. Sur cette parcelle, on a de la salade, de la chicorée. On voit qu'elle est broutée, mais c'est des dégâts qui restent acceptables, quoi. On n'a pas l'intérêt de monter une clôture tout autour de la parcelle pour le peu de dégâts qui est engendré. Et donc là, on arrive sur la parcelle de poireaux. Les poireaux, ils sont plantés en juin. Et donc, on les laisse au champ et on vient toutes les semaines récolter les quantités dont on a besoin. Donc, en extérieur, c'est des cultures qui sont binées. Sur le poireau, on a 4-5 passages de bineuses et en dernier passage, on fait un butage comme pour de la pomme de terre pour ramener le maximum de terre sur le fût du poireau et le faire gagner allonger le fût, quoi, gagner du blanc. Et là, du coup, il y a eu une vidéo des céleris qu'on n'a pas pu ramasser. Là, c'est la fin de culture et ils ont été attaqués à la rouille. Dans cette parcelle, on avait également du brocoli. Il nous reste un peu de choucal et on avait du chou-fleur, du céleri boule, du chou lisse. On essaie en plus de respecter une rotation, on essaie aussi d'associer les cultures en fonction du matériel utilisé pour le planter et pour le biner. Tout ce qui est chou-céleri est planté au même écartement, donc c'est plus simple quand on va au champ avec le tracteur pour le binage d'avoir toutes ces cultures les unes à côté des autres. Voilà, s'il y a des questions sur la partie production plein champ. Je laisse un peu de temps. Non. Ok. Eh ben, je vous propose de passer. Donc là, on a vu toute la partie production qu'on a balayée
largement. On a vu en tout cas les sites, les différents endroits où étaient produits les légumes sur la ferme. Avant de quitter la ferme de Couette-Navalaine, je vous propose de regarder la dernière vidéo qui s'appelle Couette-Navalaine 6, lavage de carottes. Et donc là, on est en bout de chaîne. Donc c'est la dernière étape de la production de carottes avant la commercialisation. Donc je vous propose de lancer la vidéo. Et donc, en même temps que vous regardez la vidéo, on a une parcelle de carottes du coup en plein champ qu'on récolte quand on a des créneaux météo intéressants, parce qu'on a des sols quand même assez lourds chez nous. Et donc, quand on a un créneau, on essaie de récolter un maximum de palox qu'on stocke après en chambre froide. Et donc ici, vous pouvez voir à mesure des besoins à la vente, on sort les palox on prend au chariot élévateur. On investit dans des palox et des chariots élévateurs pour essayer de limiter la charge en fait, pour que nos salariés et nous-mêmes portons le moins possible. Et on est équipé, donc c'est assez simple hein, l'équipement de lavage sur la ferme. C'est un tambour pour toutes les racines et un tapis. Je sais pas si on voit le lavage des poireaux. Non. Il y avait le lavage des poireaux aussi juste à côté. C'est un tapis. C'est les deux seuls outils qu'on a au niveau du lavage. Et donc on remplit le tambour d'un côté avec les carottes. Et en sortie, comme on va le voir tout de suite, les carottes sortent du tambour propre, repassent sous un jet. Et donc sur le tapis, ça nous permet de les trier une première fois. Parce que malgré les filets anti-insectes, on a quand même aussi d'autres insectes dans le sol qui attaquent la racine. Et donc une fois arrivé la récolte, on a des problèmes de taches noires souvent sur la carotte. Donc on essaie donc les taches noires, ça peut être des champignons, mais nous souvent là ça va être des taupins qui vont grignoter un peu la carotte et donc ça nous fait une trace. Là par exemple c'était un lavage de carottes pour la filière justement. Il y avait une 50aine de caisses de commandées qui partaient ensuite chez Adrien. C'est un peu le moment de faire un... Donc je peux parler de la filière, peut-être. Il y a une autre vidéo. Non, sur la ferme, c'est bon, après on fait la transition. Ouais, okay. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, lavage? Donc on vous a montré le lavage de la carotte, parce qu'on a décidé aujourd'hui de suivre un peu le circuit de la carotte, donc de chez Corentin jusqu'à la Biogolf. Mais s'il y a d'autres questions, on aurait pu vous montrer également le lavage du poireau. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Isabelle. Le couvert d'hiver est laissé en place jusqu'à quand? Et comment est-il détruit? Donc là, les couverts qu'on a en ce moment, donc c'est beaucoup de seigle et de facélie. Avec le créneau météo là qu'on a, la petite fenêtre cette semaine, on essaie encore de semer un peu de seigle par endroit. Et donc ces couverts sont détruits à mesure qu'on a besoin de la place au printemps. Les premières salades vont arriver fin février, début mars, si on arrive, s'il n'y a pas trop de pluie et qu'on arrive à aller dans les champs. Et donc c'est détruit soit avec des disques par endroit ou d'autres outils. En fait, on enfouit. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on broie le couvert une première fois et après on le laisse sur place et on l'enfouit au moment du travail du sol. Alors, il y a une autre question. Que faites-vous des carottes tachées? Ben ça, il y a de la demande à la ferme. On a plusieurs clients, soit qui ont des chevaux ou des animaux. Et en fait, nous, autrement, on appelle ça la partie autoconsommation. On est pas mal à travailler sur la ferme, donc chacun repart un peu avec ses carottes tachées, parce que c'est vrai qu'en magasin, c'est pas forcément accepté, mais nous, ça nous dérange pas. La tâche, elle est vraiment superficielle. C'est dommage de jeter, c'est vrai, une carotte pour une seule tâche. Alors, toujours en continuant les questions, ce que je vous propose, là, nous allons quitter la ferme de Couette-Navalaine, mais Corentin reste avec nous. Je vous propose de lancer la vidéo qui s'appelle Petite ferme intro. Juste une dernière question. Oui, juste, on lance cette vidéo. En fait, c'est une vidéo de route qui va nous permettre de poser des questions. En gros, c'est la route qui sépare la ferme de Couette-Navalaine jusqu'à la petite ferme. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, je vous propose de lancer cette vidéo-là et de continuer à poser des questions. Oui, pourquoi est-on obligé de laver pardon. les carottes? On ne peut pas les laisser avec la terre? Ça les abîmerait peut-être moins, non? Oui, on propose les deux. C'est vrai qu'en les laissant avec la terre, la conservation est meilleure. Après, du coup,
Oui, oui, bah, il faut. En fait, il y a des gens qui aiment mieux les avoir déjà propres, mais on vend les deux. Oui, d'accord. Et juste pour revenir donc sur la transition avec Adrien pour la filière, donc on vient d'intégrer nous le projet filière en janvier cette année et on rejoint donc Adrien sur le projet et moi dans cette filière en fait mon rôle c'est de gérer un peu le dispatch des commandes des magasins entre les producteurs. Pour nous c'est un débouché intéressant et qui reste local. Donc c'est plus intéressant que d'envoyer, comme on pouvait avoir l'habitude, nos produits sur le mine de Nantes notamment ou d'autres grossistes. Ok. Et nous, donc les commandes, on les prépare le lundi matin et le jeudi matin à la ferme. Et ça nous demande donc 1 à 2 personnes en général. Les volumes sont quand même encore assez faibles, mais ça c'est en train de se mettre en place. Donc je vais laisser ma place à Adrien de la petite ferme. Alors, il y avait une question sur la taille des exploitations. Quelle est la taille moyenne des exploitations de maraîchage dans le Morbihan? 80 hectares, c'est assez rare. Oui, c'est assez rare. J'ai pas la taille moyenne, par contre, vous avez la réponse assez facilement en allant sur le site du GAB FRAB. Donc, vous tapez GAB FRAB sur Internet et là, vous avez l'Observatoire de la production. J'ai peur de dire une bêtise. Alors, bien sûr, on est bien en dessous des 80 hectares pour une ferme en maraîchage. Il y a une moyenne qui est faite en fonction de la production, donc vous allez avoir cette réponse-là. Donc, Observatoire de l'agriculture biologique sur le site GAB FRAB. Et les chiffres du site datent de 2018, donc assez récent, ça a peu évolué depuis. Donc, on est encore sur sur la vidéo. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être abréger cette vidéo-là. On suit une Clio qui fait la route, vous l'avez bien compris. L'idée, c'était aussi de rappeler un peu qu'on voulait faire vraiment le circuit et vraiment un rallye. Donc, on se déplace physiquement de ferme en ferme. Alors, je vous propose peut-être d'aller à la fin de la vidéo. On arrive du coup chez Adrien Vandermeerk, donc producteur à la petite ferme à Elvin, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Adrien Vandermeerk, je suis petite ferme. Donc on parlait de taille d'exploitation. Nous, c'est un petit peu encore autre chose. On a 142 hectares, donc uniquement de plein champ, en bio depuis 2013. On a repris plusieurs exploitations à suivre, en fait, qui nous ont amené à avoir jusque cette surface-là. Donc on est sur production de plein champ et de saison, donc une grosse saison de 6 mois et à peu près en plein été, printemps, été, automne. Moi, je suis issu du milieu agricole et production de légumes particulièrement. J'ai eu une ferme déjà sur Rennes à l'époque, il y a 15-16 ans. Et on a quitté 8 ans après Rennes pour arriver sur Elvin dans le Morbihan pour se réinstaller, mais cette fois-ci en agriculture biologique. Voilà. Je suis associé avec ma femme Aurélie. On est tous les deux sur la ferme avec 3 salariés en permanent et 7 ou 8 saisonniers pendant 7-8 mois. Donc on est sur le point de finir la saison cette année. Alors, une question, combien d'hectares pour la petite ferme? Je n'ai pas entendu. 142. Alors, je vous propose justement de découvrir la production de la petite ferme et de passer à la vidéo numéro 2 qui s'appelle Petite ferme de plantation. Et je laisse Adrien nous présenter ce qu'on voit à l'écran. Donc là, c'est une des activités principales, c'est la salade. Donc là, on est en train de planter les salades. On retrouve un petit peu le même système de caisse que Corentin tout à l'heure dans la serre, sauf que ici, on a c'est la partie mécanisée, un des avantages du plein champ. Et donc, on voit les bâches qui sont en matière biodégradable, en amidon de betterave ou de maïs, en fonction. Et les mêmes modes de salade là qu'on plante donc toutes les semaines, une fois par semaine pendant 29 semaines, à peu près de fin février jusqu'à fin août, qui nous permettent de vendre salade et autres produits de fin avril jusqu'à fin octobre, novembre, pour la partie frais. Ensuite, on plante là, c'est du fenouil. On fait des oignons de toutes les couleurs. On a des courgettes, des choux, des courges.
céleri branche, de la pomme de terre, grosse activité de pomme de terre en production de semences, pour pouvoir vendre à des producteurs de consommation, pardon, de chips ou autres. Donc il y a 15 hectares de pommes de terre, et puis une quarantaine ou cinquantaine d'hectares de légumes à côté. Tout confondu. Donc là, le ralenti, c'était pour montrer un peu le fonctionnement de la machine. Je ne sais pas si on voit bien, mais les modes sont saisis de façon individuelle et sont amenés par le biais d'un petit godet en fait dans le sol. On le voit un peu à gauche, le petit godet qui s'ouvre là. Voilà. C'est beau. Oui. Donc là, c'est de la plantation d'ail. Ça a été fait il y a 2 semaines là. Donc là, c'est autre chose, plantation manuelle avec juste une petite assistance là pour être assis. Et on retrouvait juste à côté, avant là, un couvert végétal un petit peu dans le même, sur les mêmes explications que Corentin tout à l'heure. Hein, c'est le même fonctionnement. Sauf que le couvert que vous voyez tout à l'heure, qui était juste planté, à peine développé, vous le retrouvez là, c'est un couvert qui a été semé au mois de mai ou juin, je crois. Juillet, c'était derrière colza. Et là, on le voit beaucoup plus développé, donc qui va être détruit pour les prochaines salades de l'année prochaine. C'est extra. Est-ce que, Adrien, tu pourrais préciser Alors, à qui revendez-vous? Vas-y. Vas-y, Madeleine, pardon. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais préciser à quelle minute de la vidéo on voit le couvert? C'était juste avant la plantation d'ail. Où le couvert, en fait, il est utilisé sur entre chaque culture. On a de la culture de vente qu'on va appeler ça, qu'elle soit de céréales ou de légumes. Et entre deux cultures, là, on peut le voir en fait juste à une 50, une 40. On utilise beaucoup le sol couvert en permanence pour éviter le lessivage de tout ce qui est azote ou autre. Et ça permet de fixer de l'azote atmosphérique déjà quand on est entre deux cultures. Ça va structurer le sol, entretenir la matière organique, entretenir aussi la fibre, les sucres, nourrir les bactéries du sol, les micro-organismes ou autres. Et un sol vivant va être plus réceptif et plus souple qu'un sol inerte où la nature n'aimant pas le vide. Si on fait pas ça, on va se retrouver avec des bêtes. Moi j'appellerais ça des vérolles, mais après chacun aura son nom. C'est génial. Et donc la question à qui revendez-vous, c'est aujourd'hui quand on s'est installé il y a 8 ans, on a essayé les marchés de vente directe sur L20 essentiellement. Ça c'était plutôt Aurélie, ma femme, et moi j'étais plus sur la partie vente en gros, avec un réseau et un savoir-faire sur l'expédition de palettes de salade. Donc on envoie la partie salade, elle part sur Paris, sud de la France, l'Est aussi, Strasbourg. On fait du nord de la Bretagne, Rennes, Nantes. Et donc on a plusieurs clients comme ça en vente en gros, on appelle ça. Donc c'est pour des séries un peu plus complètes sur des choses plus spécialisées, quoi. On est sur quelques productions qui sont expédiées comme ça en gros, et ce qui nous a permis de prendre des places qui étaient à l'époque disponibles sans déstructurer des marchés existants, et le but était de développer les choses mais de notre côté, quoi. Alors, suite à cette vidéo plantation, je vous propose de passer à la 3e vidéo qui s'appelle Petite ferme 3 récolte, qui dure 2 minutes. Donc pareil, je lance la vidéo et je laisse Adrien commenter. Donc là, on est sur la récolte de salade. Donc pour les départs du jour, on voit des palettes dans le fond de la remorque là. Donc la remorque nous permet en fait quotidiennement, on envoie entre 5 et 15 palettes de salade. Et donc la remorque nous permet de travailler dans des conditions où on porte jamais plus de 2 caisses. Les salades sont mouillées au champ, préparées directement dans le champ et expédiées par camion dès l'arrivée à la ferme. Ensuite, on est sur la récolte de choux. Et là, la récolte de fenouil, sous la pluie. Donc c'est pareil, on retrouve la remorque pour éviter d'avoir à porter. On pèse directement, donc on fait une grosse partie de notre travail au champ.
Et comme ça nous permet de ne pas porter 2, 3, 4 fois les mêmes caisses. Donc là, on trouve la récolte de carottes. Donc à la main, là, dans des conditions un peu grasses aussi. Donc là, c'est soulevé avec une lame qui nous permet de décoller un petit peu les carottes du sol, et ensuite on les arrache une par une pour les mettre dans des caisses. Donc là, elles sont non lavées. Et ensuite, soit on les vend non lavées, comme disait Corentin tout à l'heure, soit on les lave en fonction de la demande du client. C'est chouette. J'adore. C'est un peu comme de la... Donc là, c'est Ellie et Margot, là, Margot qui finit la saison avec nous, et Ellie qui est en permanent depuis 4 ans déjà. Donc ça, c'est une création, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on ne faisait pas comme produit. Et on avait une saison qui s'arrêtait à vraiment fin octobre, mi-novembre. Et pour pouvoir aussi pérenniser des activités et des emplois en temps plein sur la ferme, par les gens qu'on a rencontrés, qui nous ont donné envie de les garder, et l'envie aussi de développer l'activité, on a pu pérenniser. Donc Ellie était déjà là en temps plein, mais on a embauché 2 personnes cette année en CDI, en étant en partenariat. C'est-à-dire, on fait la carotte, donc on peut vous garder, comme on vous garde, on fait la carotte, donc on ne sait plus pourquoi on fait ou pas, mais en tout cas, le résultat est là. Et les carottes étaient d'ailleurs faites pour Aurélie, pour la vente directe, puisqu'on vend aussi dans 2 magasins de producteurs. Donc à Elvin, le magasin Auchan, qui est un collectif de producteurs, ainsi que Producteurs du Coin. Et du coup, la carotte était faite pour cette vente directe, puisqu'on a vraiment 2 volets, la partie vente en gros, mais la partie vente directe, et les produits qui sont vendus en direct, type oignons, carottes, les choux, les courges, qui sont uniquement pour le local. Et la partie plus salade, qui est un historique qu'on a depuis 5 ans sur la ferme, qu'on entretient pour aussi l'aspect économique de la chose. Et puis techniquement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc on trouve un petit peu nos 2 équilibres et nos 2 personnalités sur ces choix-là de commerce. Alors, donc on a vu du coup la partie production-récolte des 2 fermes. On parle beaucoup depuis le début de la filière légumes et de l'association qui s'est mise en place. J'ai vu la question qui vient de s'afficher. La prochaine vidéo va pouvoir nous montrer un peu plus en concret ce qu'est réellement cette filière et comment ça se met en place. Avant de lancer la vidéo, je vais voir la question qui a été posée. Donc, si vous travaillez avec des restaurants, faites-vous de la culture de fleurs? Alors nous, on travaille avec peu de restaurants, mais on en a quelques-uns. C'est pas forcément un marché facile. On travaille avec l'Empreinte à Vannes, et qui lui-même en fait donc un restaurant gastronomique qui nous demande des choses particulières. On prend beaucoup de plaisir à fournir ce genre de restaurateur, puisque c'est vraiment un échange. Et lui travaille avec Mélanie de Serran, Mélanie Béziot, peut-être d'autres personnes, mais qui elle s'est spécialisée dans la jeune pousse, la cueillette de fleurs, production de fleurs, cueillette d'herbes et de fleurs sauvages, et lui-même fait des cueillettes. Donc on n'a pas vocation de tout faire. Le but, c'est que chacun trouve sa place, et c'est pas une demande qui nous est faite. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui le font et qui en font activité, une activité qui leur permet de vivre. Donc c'est très bien comme ça. Alors du coup, là, on va passer à une vidéo qui est plus longue, qui fait quasiment 10 minutes. Je rappelle le contexte. Donc l'association Filière Bio 56 est une organisation de producteurs avec des magasins spécialisés, principalement les Biocoop. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir en légumes bio locaux les magasins spécialisés du Morbihan. Donc c'est cette vidéo-là qu'on va voir. Je vous propose de la lancer. Elle s'appelle FLB Petite Ferme 4 Expédition. Donc elle dure 9 minutes 45, et je laisserai Adrien nous commenter les images. Donc là, on est sur la ferme, donc la petite ferme à l'Escastel, où on a centralisé l'activité de la plateforme de la filière. Donc la filière, c'est aujourd'hui 7 producteurs, 7 ou 8, je ne sais plus exactement, qui viennent 2 fois par semaine livrer leurs marchandises sur la petite ferme, où on fait une distribution des productions. Donc chacun vient avec ses produits commandés
par ferme. Donc là, on peut voir la ferme de Cléguérec, la Marèche de Tudual à Cléguérec. Le camion que je vais décharger là, c'est Envol 56, donc une association d'insertion, oui. Donc là, à Malensac, ouais. Donc ils arrivent, ça va être du poireau. Donc chacun vient avec sa production de la semaine. Corentin, lui, s'occupe de dispatcher les commandes qui ont été passées par Internet sur un site dédié. Et donc là, on peut voir les bâtiments avec chambre froide et autres. Ça, c'est plus pour mon activité, mais du coup, on profite de la plateforme de la plateforme du béton, là, voilà, pour être bien. Donc ça, c'est toutes les palettes que vous allez voir. Je crois qu'il y a des zooms qui vont arriver sur les étiquettes. Donc là, c'est la Marèche, voilà. Donc Cléguérec. Ensuite, on a Grégory. On va le voir. Bon, je crois qu'on voit toutes les étiquettes. Hein. Donc Grégory Morio, c'est à Plodrin. Donc là, c'est salade, pommes de terre, patates douces. Il y a, c'est quoi à côté des... C'est les oignons, Rutabaga, ouais. Rutabaga. Ensuite, en produit, il y a pommes de terre désirées. On va voir aussi les productions donc d'Héloïse Walik à Béric, la ferme du verger. On doit avoir une vingtaine de produits en ce moment proposés sur le site internet. Donc ça, c'est la filière a été, ça a été une demande de la part des Biocoop, d'une partie des Biocoop et beaucoup à l'initiative de Biogolf et également de François de Biocoop de Metz, la belle saison. Et au niveau départemental, il y avait une demande qui avait été faite au GAB pour savoir s'il était possible d'organiser une collecte ou une organisation collective qui permettait d'augmenter la part de local sur les étalages des magasins. Donc il y a eu quelques réunions pour savoir comment on pouvait organiser les choses. Le GAB avait pris ça en main sur la demande des magasins, également d'Alrebio qui était à l'initiative du projet. Et un jour, on a donc décollé avec quelques productions. Le but de cette filière est quand un maraîcher qu'on appelle le cercle 1, c'est-à-dire des maraîchers historiques qui livrent les magasins en direct, n'ont plus de marchandises, donc par exemple plus de carottes, la filière peut prendre le relais pour les magasins afin de continuer d'avoir dans les magasins de la carotte en local, ce qui était compliqué à avoir avant. Maintenant, on arrive à continuer la saison plus longtemps, sachant qu'on va donc à l'échelle du département de Lorient, Locminé, Pontivy, Biogolf, donc tous les Biogolf de Vannes, Tex, Luscanen, Saint-Avé, Musiac également, et petit à petit, certains magasins continuent d'arriver, donc sur Guerre, Redon ou autres, petit à petit, chacun trouvant sa place à ce niveau-là. Donc là, vous voyez les gens, si on est au même niveau, toutes les palettes arrivent avec des produits qui arrivent directement des fermes, et ensuite, à 2 ou 3, on remonte des nouvelles palettes qui, elles, vont être distribuées dans chaque magasin. Donc vous retrouvez les choux de Bruxelles de Envol, les carottes ou les patates douces de Grégory, les salades de Carboïs, de Sugnac. 2 fois par semaine, ouais, le lundi soir et jeudi soir. Pour une livraison au magasin le mardi matin et le vendredi matin. Donc là, à l'image, ce sont des producteurs et il y a une salariée, je crois, de la petite ferme qui monte leur palette. Là, il y a Émilie qui est salariée chez nous et Tony qui est salarié chez Tudual et Héloïse qui est avec la veste noire là, qui est donc Héloïse Walik, la ferme du verger à Belgique. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Hein. Donc, alors, quand la filière a-t-elle été créée? Donc, c'est en fin 2019 et par l'initiative de, donc ça, Adrien a répondu. Et une question, les achats sont faits ensuite par les magasins ou ce sont les fermes qui commandent pour ensuite livrer leurs clients habituels? L'initiative donc c'était, on l'a dit, à l'initiative des Biocoop et le magasin bio du Morbihan. La filière elle-même a été créée il y a 1 an exactement, le 15 novembre ou 13 novembre, on faisait les premiers envois avec création de l'association et utilisation d'un site internet.
On était deux, donc avec Tudual, la petite ferme et la Marèche. Et ensuite, Corentin et Kerbourris et d'autres nous ont rejoints. Et là, on a pu structurer, modifier les statuts d'assaut pour pouvoir intégrer plusieurs producteurs, les magasins également. Et ça fait 6 mois à peu près qu'elle est structurée sous le nom de la filière légumes bio et que des magasins sont devenus donc adhérents de l'assaut avec une évolution vers une SIC qui devrait arriver dans les mois à venir, donc en co-construction sur toute cette partie-là, avec des évolutions qui vont arriver en fonction des attentes et des demandes, autant des producteurs que des magasins. Là, le BL, c'est le BL qu'on génère avec l'outil. On travaille avec une entreprise nantaise qui s'appelait Panier Local et qui a développé une solution qui permet aux clients de commander sur une plateforme. Donc ensuite, nous, chaque producteur nous donne ses dispos et on vient les renseigner dans l'outil. Et ensuite, on a un bon de commande par magasin que l'on se répartit en fonction des dispos de chaque producteur. Sébastien, après, le Biogolf pourra nous en parler, mais du coup, la Biocop ou le magasin bio reçoit un seul bon de livraison et une seule commande. Une seule facture. Une seule facture. Aussi. Alors que sur la palette, il y a des produits de différents producteurs du département. Il y avait une question qui est passée. Est-ce que la filière Bio 56 a des salariés? Alors, il y a eu, au début, c'est nous qui transportions nos propres commandes. Donc, la filière transportait les commandes que l'on voit en préparation. Donc, un salarié était embauché, mais c'était une demi-journée par semaine. Ensuite, on a fait le choix de passer par un transporteur. Au niveau logistique et temps de travail, c'était beaucoup plus simple à gérer pour nous. Donc aujourd'hui, il y a plus de salariés. Mais avant, c'était 4 heures par semaine ou 5 heures par semaine, donc c'était pas vraiment un poste complet. Et la création ou les volumes se développant, on va être amené sûrement un jour à avoir quelqu'un, mais on ne sait pas si c'est plutôt un animateur, un préparateur de commandes, quelqu'un de polyvalent. Comment on s'organise par rapport à tout ça? Donc aujourd'hui, on a fait le choix de l'assumer nous-mêmes pour éviter de solliciter de la trésorerie pour cette partie-là. Mais de toute façon, la structuration en SIC, société civile d'intérêt collectif, va nécessiter à un moment ou à un autre l'embauche de quelqu'un, voire même du coup la création d'une activité de transport peut-être pour pouvoir maîtriser la chaîne de A à Z. Alors, il y a une question de la Marmite Bretonne, donc transformateur à Plogoumelaine. Bonjour, on peut adhérer à la filière Bio 56? Alors, tous les magasins, en fait, comme on est en construction, en co-construction, on fait des demandes et il faut qu'elles soient validées par les producteurs ainsi que par les magasins. Donc c'est là on est en train de construire tout ça. Et donc petit à petit, les gens nous rejoignent. Pour les Biocop, c'était à leur demande, donc c'est assez facile. Et pour les nouveaux magasins comme la Marmite, par exemple pour Loïc, il faut qu'on se rencontre et qu'on discute pour savoir comment on peut fonctionner. Est-ce que les choses sont, est-ce qu'on est tous d'accord pour aller dans le même sens, comment on intègre des nouveaux acheteurs, des nouveaux clients, avec donc du coup des nouvelles politiques de prix, des nouveaux besoins aussi. Et à ce moment-là, est-ce que si tout est calé et bien et ça va dans le même sens, il n'y a pas de raison tout ça c'est assez simple, juste discuter. L'idée aussi, c'est quand même que les magasins soient autant impliqués dans cette filière que les producteurs. Aujourd'hui, les producteurs sont très impliqués dans cette filière et donc à terme, on souhaiterait un peu partager les frais, notamment sur le transport, par exemple. Alors, je vois qu'il y a des questions que je vais poser à haute voix. Comment gérez-vous l'utilisation des cagettes? Vous avez la possibilité de les réutiliser une fois sur l'autre. Première question. Alors, les cagettes, aujourd'hui, on a fait le choix d'être sur les cagettes en bois. Le bois est réutilisable, mais légalement, la loi nous l'interdit. C'est un emballage à usage unique. Donc, dans les faits, on peut les réutiliser, mais nous, comme ça part en magasin, on n'a pas forcément la capacité à les récupérer. Donc, on s'est posé les questions justement sur la filière, d'une filière structurée. Est-ce qu'on avait possibilité de prendre de l'emballage récupérable? Est-ce qu'on pouvait faire fonctionner des camions avec du gaz naturel? Est-ce qu'on peut réduire notre impact? Est-ce qu'on peut
toutes ces questions-là sont des questions qui sont en attente de réponse, parce qu'après, il y a un coût quand même. Et est-ce que c'est techniquement faisable? Donc, je pense que les idées sont bonnes, et il nous faudra un peu de temps pour mettre des choses en œuvre et des choses en place, mais il faut pas se tromper. Il faut être dans les bonnes questions pour pouvoir être dans les choses efficaces et pas s'éparpiller. La question des caisses plastiques, c'est une très bonne question. Maintenant, le bois, la façon dont sont gérées les productions de colis bois ou de caisses de cagettes, c'est pas non plus des mauvaises choses, quoi. Et il y a une autre question, combien de magasins sont livrés et avez-vous une charte pour les magasins? Alors, les magasins, aujourd'hui, on en livre entre 10 et 12. Et la charte, justement, c'est des choses c'est l'éthique au même titre que la technique est à construire. C'est une jeune filière, une jeune structure où on va aujourd'hui sur vraiment des choses. On est encore dans l'essentiel. Après, la charte, c'est quelque chose qui va être construit avec les magasins, les producteurs autour d'une même table. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on a encore eu le temps de mettre en place, mais évidemment, il en faut une. Justement pour définir quels sont les besoins, les envies, et qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce que s'il y a un coût, par exemple, à l'utilisation de caisses réutilisables, est-ce que les producteurs l'assument complètement? Est-ce que les magasins l'assument complètement? Est-ce qu'on fait un moitié-moitié? Est-ce que c'est quelque chose qui est un souhait ou pas? Et donc définir des priorités pour continuer d'avancer sur des éthiques fortes et surtout territoriales. Je rebondis sur la question Adrien parle de l'impact. C'est aussi important. Là, on voit des moyens déployés. Quand vous regardez l'observatoire de la commercialisation, la production en circuit court a un impact qui n'est pas négligeable sur le transport notamment, puisque là, le fait de construire une filière comme celle-ci, il y a un gros camion qui se déplace, certes, mais il se déplace qu'une fois ou 2 fois par semaine. Ça évite à chaque producteur de prendre son camion ou sa camionnette pour aller livrer lui-même son magasin. Donc, l'impact sur le climat et notamment l'émission de gaz à effet de serre se calcule sur l'ensemble de la filière et sur le transport notamment. Il y a quelques données là-dessus, il y a quelques outils notamment qui existent. Voilà, là j'ai le chiffre en tête donc je vous le donne, mais en moyenne par semaine, un producteur bio en circuit court, c'est 150 km de parcouru pour la commercialisation. Voilà, donc c'est beaucoup moins en circuit long. Je pense qu'il y a des points positifs à chaque système et voilà, chacun de contrôler son impact aussi de sa commercialisation. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer du coup au troisième intervenant, troisième acteur. Alors, on n'a pas de vidéo de transition cette fois-ci parce qu'on n'a pas fait le parcours. Donc, je vais laisser Sébastien se présenter. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Hervé. Moi, ça fait 20 ans que je travaille au sein de la coopérative Biogolf du Pays Vantais, une coopérative qui a 30 ans. J'ai occupé différents postes en fait au sein de la coopérative et ces 10 dernières années, j'étais responsable du magasin dans la zone de Luscanem, sur la commune de Plérin. Depuis 1 an, je suis venu épauler, comment il s'appelle, François Auger, qui travaille à la coopérative de Bels, la Belle Saison, et qui est un peu à l'initiative du projet de la filière 56. Et donc, en fait, pour l'aider à co-construire et puis pour co-construire les maraîchers. Et donc, Biogolf me délègue en fait cette mission au sein de la coopérative de me rapprocher et de co-construire avec les maraîchers et les autres coopératives. Et pour ce faire, je suis en fait l'interface entre tous les magasins Biocoop du Morbihan et la filière 56. Voilà. Donc, la filière 56, comment il s'appelle, Adrien vous en a déjà parlé. Pour nous, c'est la possibilité de relocaliser une grande partie même de nos achats plateformes sur des productions sur le territoire. On s'est rendu compte qu'au niveau de notre, comme Adrien en parlait tout à l'heure, on a un premier cercle qui est le cercle 1, qui sont nos fournisseurs locaux, qui sont généralement entre 30 et 40 km, ce sont nos fournisseurs principaux. La définition des produits locaux chez Biocoop, c'est jusqu'à 150 km. Le souci, c'est qu'au-delà de 30 à 40 km, nous avions des difficultés d'approvisionnement parce que pour un fournisseur, venir livrer 10 caisses de carottes, par exemple, au-delà de 40 km, en termes de logistique et de coûts, ça devenait inintéressant, voire même un peu, comment dire, pas intéressant du tout, en fait.
Donc, l'intérêt en fait des Biocop du Morbihan et l'intérêt des Biocop du bassin Ventais, c'est évidemment de pouvoir relocaliser du coup une partie des productions qui étaient prises sur la plateforme Biocop de Mélès, plateforme de Rennes, sur le bassin de production, en mutualisant les productions. C'est-à-dire que, comme disait Adrien tout à l'heure, quand on n'a plus de carottes sur notre cercle 1, on peut passer directement à un cercle 2, dont il fait partie, dont les 7 maraîchers font partie. Ce qui nous évite d'avoir des produits commandés sur plateforme rennaise, qui parfois sont hors département, hors région, et qui peuvent même parfois être hors France, hors pays. Donc, ce qui était complètement ridicule de faire venir de la carotte du sud-ouest de la France, alors que même si on n'en a plus dans notre cercle 1, il y en a de disponibles autour de l'Orient, ou il y en a de disponibles autour de notre pays. Voilà. Et donc, c'est un partenariat, c'est une co-construction maraîcher, Biocop et GAP 56 là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions. Ouais. Si vous voulez, on peut voir donc à la suite du traitement des produits sur la ferme, sur la petite ferme, l'arrivée et la commercialisation des produits sur le magasin de Saint-Avé. Donc c'est la vidéo FLB 56 Biogolf. Voilà. Allez-y. Donc vous voyez le magasin de Saint-Avé qui fête ses 1 an là, et dans lequel vous auriez pu faire une visite normalement si on n'avait pas eu ce Covid. Donc là, c'est l'arrivée des produits directement depuis la livraison de la filière 56, mis dans nos chambres froides, qui vont servir de tampon avant la commercialisation. Donc bien évidemment, ce ne sont pas des pommes, ce sont des oignons. Donc vous retrouvez un petit peu les différentes provenances en fait sur les unités de besoin des magasins via la filière 56. Cercle 1, Mathieu Séné. Cercle 0, même je dirais, Mangorvenec, puisque Mangorvenec se situe à moins d'1 kilomètre du magasin de Saint-Avé. Donc la mise en rayon des carottes de la petite ferme dans le magasin. Donc vous retrouvez au niveau de la présentation donc les étiquettes bleues qui précisent les produits locaux. Vous retrouvez toutes les étiquettes de traçabilité présentes soit sur les caisses, soit directement sur les ardoises, avec toutes les informations légales et la provenance. Donc là, on ne le voit pas, mais dans le haut du rayon, vous avez également quelques petites photos qui ont été faites des différents producteurs pour pouvoir comment dire, vraiment identifier un nom. Donc, comme le laisse transparaître la vidéo, on essaye véritablement d'avoir un maximum de produits locaux, en sachant que, grosso modo, les achats locaux chez Biogolf, c'est à peu près 20%. Chiffre que, bien sûr, on essaye de développer un maximum. Donc, le client lambda. Merci, madame.
Donc c'est vrai qu'à la base, ce qui était proposé par le GAB et par le PNR, c'était effectivement de pouvoir tout de suivre et de vraiment suivre cette carotte identifiée depuis le rayon jusqu'à la petite plateforme que gère Adrien sur son exploitation, jusqu'au magasin et jusqu'au destinataire final. Et si on avait pu le faire, on aurait même fait une recette de cuisine avec ces carottes directement au magasin. Voilà. Tu vois les questions. Alors, je vais remonter le fil des questions, Sébastien, que je vais donner à haute voix. Ouais. La première que je vais pas oublier, hein, donc quelle est la différence entre le bio et le naturel, des modalités de culture aux modalités de vente? Alors ça va être un peu long de tout décrire de la culture jusqu'à la vente, mais l'agriculture biologique respecte un cahier des charges. Tout à fait. C'est un signe officiel de qualité qui est reconnu par l'État, au même titre que d'autres comme AOP, AOC, Label Rouge et IGP. Voilà, ce sont les signes officiels de qualité reconnus par l'État, et donc ça respecte un cahier des charges strict. Et donc tout acteur de la filière, qu'il soit producteur ou distributeur, doit s'engager et se faire contrôler, puisque c'est un label qui est contrôlé par un organisme certificateur, le plus connu étant, je pense, EcoCert, qui parlera à tout le monde, mais il y en a d'autres, il y a Bureau Veritas, Certipac. Donc voilà, donc en gros, c'est un cahier des charges de production et de distribution et de transformation. Et donc, le naturel, il n'y a pas de cahier des charges, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Ouais. Un peu fourre-tout en fait comme notion, en sachant que sur les magasins Biogolf, sur les magasins Biocop en général, il y a un contrôle donc EcoCert régulier et en plus des contrôles internes qui sont diligentés par Biocop auprès des bureaux Veritas ou Eurofin, et ils viennent 1, 2, 3 fois par an contrôler le magasin. Ouais. Sur l'autre question, alors une question pour savoir si les pros ont des besoins d'appro de manière spontanée. Faites-vous des tarifs spécifiques? Alors, des besoins d'appro de manière spontanée? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Savoir si les pros ont des besoins d'appro de manière spécifique. Ah, est-ce que Biocop vend à des pros peut-être? Les magasins vendent à des clients professionnels. Et je sais que par exemple sur les magasins Biogolf, on peut adhérer puisque c'est une coopérative d'adhérents. Donc l'adhésion est pas obligatoire, mais pour avoir une remise, il la faut. Et il y a une version professionnelle en fait de l'adhésion qui permet d'avoir une remise supplémentaire que celle d'un adhérent classique. Ok. Alors, une autre question. 20% de local au global sur tous les produits du magasin. Et quel est le pourcentage pour les légumes? C'est moi qui me suis mal exprimé, c'est 20% des légumes. Sur le reste du magasin, on est plutôt autour de 13 à 15% en fonction de la saisonnalité des produits. Voilà. En sachant que le taux moyen d'achats locaux sur Biocop France est plutôt autour de entre 11 et 13%. Ok. Alors, une question. Quelle est la plus-value économique pour les maraîchers de passer par cette filière de distribution locale? Biocop achète-t-il mieux les légumes? Eh ben, je vais peut-être laisser aux maraîchers qui sont avec moi le soin de répondre. Bah justement, c'est les choses, la notion de tarif, la notion de volume, qu'on travaille régulièrement justement avec Sébastien, qu'on essaye de mettre en place pour trouver des bons compromis. Il faut que tout le monde trouve son compte. Nous, on le trouve parce qu'on est sur une organisation un petit peu différente où on collectivise, on mutualise les coûts. Les Biocop, par contre, les magasins n'ont pas forcément capacité à payer le produit à n'importe quel prix. Donc, c'est une construction du prix qu'on arrive à faire de façon ascendante en expliquant nos contraintes et ce qu'on peut demander. Et si c'est entendu par les magasins, ben, on valide un prix. Un prix qui est le même pour tout le monde dans la filière. C'est un petit peu ça, quand on voit les demandes qui sont faites pour les pros. Alors, peut-être la question, c'est plus orientée sur les pros par rapport aux Biocop, mais on a aussi la demande, comme Loïc, tout à l'heure de la marmite, tu nous as demandé, pour une adhésion, aujourd'hui, l'adhésion implique que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, une fois qu'on a défini un prix qui correspond au magasin, eh ben, c'est comment on fait pour faire évoluer ces choses-là. Aujourd'hui, la construction, elle est faite ensemble. Ok. Alors, pouvez-vous redire quelles sont les dimensions des cercles d'approvisionnement local? Est-ce que Sébastien, je te laisse répondre? Oui, pas de souci. On a un cercle 1. Le cercle 1, ce sont nos fournisseurs historiques locaux directs. Généralement, ce cercle 1 s'étend entre 30 et 40 km autour des magasins. Comme je disais, au-delà, il y a des coûts qui sont incompressibles et qui rendent inintéressant finalement pour le producteur de venir nous livrer. Il y a également des coûts carbone. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte.
Pour Biocoop, un produit local, c'est un produit qui est acheté dans les 150 km autour d'un magasin. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on se retrouvait avec des fruits et légumes à 30-40 km, pas de problème. Entre 40 et 150, bah, il n'y avait rien et on passait directement à la plateforme. L'idée est que ce cercle 2, donc cette filière 56, vienne à cet endroit-là prendre cette place qui était vacante pour quand on n'a plus de carottes sur le pays vantais, eh bien c'est de la carotte du pays lorientais qui peut venir. Et on reste en fait sur un approvisionnement local et régional. Voilà. Et je dirais même, on arrive même à découvrir en fait un cercle zéro au niveau des magasins, puisque comme à Saint-Avé, il y a la ferme de Mangorvenec qui est à moins de 800 mètres du magasin et qui ne livre que Saint-Avé. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, une autre question. Quelle gestion avez-vous des rebuts, donc des refuges, dans votre magasin? Les proposez-vous à des associations? Donc, on a un contrôle des dates. Alors, je prends en global, hein, mais sur l'épicerie, on contrôle les dates. Et souvent, par exemple, en ce moment, c'est la banque alimentaire qui fait des appels aux dons dans les grandes surfaces. Donc, je sais qu'en ce moment, certains produits, avant qu'ils soient abîmés ou avant qu'ils soient trop tard, on leur a proposé. Au niveau des fruits et légumes, on a pas mal de retraitements. J'entends par exemple sur le magasin de Luscanen, les fruits et légumes qui sont plus très jolis, mais encore très consommables, sont plutôt utilisés au niveau du restaurant. Donc le restaurant de Luscanen, par exemple, fait ce menu un petit peu au cul du camion, en rayon, en voyant ce qui peut passer dans sa journée. Autrement, on est en train de mettre en place un projet avec les cuisiniers solidaires. Il y a des composteurs qui sont présents sur certains magasins. On est justement, au niveau du service communication, en train de réfléchir sur la valorisation de tous ces déchets. Voilà. Donc là, on est clairement dans une phase d'audit. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le volume de déchets que l'on peut générer? Voilà. Donc il y a vraiment une grosse réflexion qui est menée au sein de la coopérative. Voilà. Merci. Et donc, il y a une question. Donc, merci pour toutes ces réponses. Quelle perspective pour augmenter la part des 20% en légumes? Donc, sous-entendu, la part des produits locaux. Bah, pas seulement à l'échelle de Biogolf, mais à l'échelle du département. On en a parlé avec Adrien récemment. Dans mon rôle de délégation qui m'a été donné par Biogolf, c'est d'aller rencontrer chaque magasin pour insister en fait sur l'importance de cette filière, puisque clairement pour moi c'est l'avenir en fait, c'est l'avenir de notre production, c'est l'avenir de nous en tant que distributeurs. C'est-à-dire si on arrive vraiment à relocaliser le maximum de produits sur nos territoires, je crois qu'on aura gagné. Et pour les produits locaux, on continue en fait une démarche de visite. On continue. Moi, par exemple, je vais là avec le Covid, ça a été un peu mis en stand-by, mais je vais à peu près tous les 10 jours visiter des exploitations, aussi bien maraîchères que des transformateurs, pour voir quels nouveaux produits pourraient s'intégrer en fait au niveau des magasins. Voilà. Merci Sébastien. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a, je vois que dans le chat, je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez maintenant la possibilité de poser des questions à l'oral. Alors, peut-être une question pour nos maraîchers. Est-ce qu'il y a assez de production locale pour alimenter plus que les 20% actuels? Ou bien est-ce qu'il faut de nouveaux producteurs? Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est la problématique souvent de produits de saison. Qu'est-ce qu'une saison? Si on arrive avec de la carotte au mois d'avril-mai, il y a peu de gens en ont, donc ça permet d'étaler. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de l'avoir à ce moment-là. Donc nous, on essaie de s'organiser. Justement, la filière, elle nous permet dans le travail qu'on met en place avec Sébastien, de planifier les choses, donc de savoir quels sont les besoins et quand. Et au lieu d'arriver avec des gros volumes au mois de septembre où tous les maraîchers ont de la carotte, par exemple, le but pour nous, c'est qu'on sait maintenant, au fur et à mesure des discussions qu'on peut avoir, qu'on pourra vendre 20 tonnes, par exemple, entre avril, mai et peut-être début juin. Plutôt oui, mars, avril, mai. Et donc à nous de travailler dans ce sens-là. Après, des nouveaux producteurs, oui, de toute façon, le but est d'ouvrir à des magasins, à des producteurs également, ou à d'autres acteurs différents. D'ailleurs, ça peut être aussi les transporteurs qui peut être intégré dans une réflexion globale. Mais dans la problématique, c'est qu'un producteur qui vient avec les mêmes produits qu'on a déjà au même moment et
c'est pas forcément évident d'avoir plus de volume et de débouchés à ce moment-là. Par contre, si la personne qui souhaite trouver des débouchés est capable de dire, par exemple, je vais faire de l'oignon et je vais en garder, ou de la courge, ou des carottes pour arriver à un moment où les autres n'en ont pas, évidemment, on sera tout à fait ouvert à ces discussions-là. Aujourd'hui, on a tous de la carotte au mois de septembre, donc c'est pas, et les cercles 1 sont aussi en fournisseurs de carottes début septembre, donc c'est, même pour nous, c'est pas là qu'il y a le plus d'opportunités. Par contre, si l'objectif c'est d'augmenter la part de local dans les rayons des magasins, c'est aux magasins de nous dire et à nous d'être en capacité de faire. Et si tout ça se cale bien sur la même dynamique, l'objectif sera atteint assez rapidement. Juste pour compléter, du coup, avec Adrien, sur la question demande si on est assez de maraîchers sur le secteur pour répondre aux besoins des magasins. Je pense que oui. Je pense le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand on est sur notre ferme, on n'a pas forcément le temps de gérer la partie vente et lien avec le magasin. Et donc c'est ce à quoi va répondre la filière aujourd'hui et permettre d'avoir des volumes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs sur le Morbihan qui envoient leurs produits sur le marché de gros, sur le mine de Nantes ou autre. Et ces produits-là, on pourrait les garder en local, une fois qu'on aura réussi à faire le lien. Voilà, il y a une question qui vient donc de s'afficher. Alors, il y a plusieurs questions, pardon. Quelle habitude alimentaire doit-on aussi modifier pour s'adapter aussi à vos cycles de production? Voilà, je pense qu'Adrien a dû répondre par la saisonnalité, notamment. Oui, après, vas-y, Sébastien. Excuse-moi, Adrien, de t'avoir coupé. La saisonnalité, puisque en magasin, il n'est pas rare qu'on nous demande des produits encore hors saison. C'est-à-dire, on nous demande de la tomate à Noël. Les gens ne comprennent pas que la pomme, il y a un moment donné, on n'en a plus non plus. Enfin, il y a aussi toute cette, comment dire, tout ce travail sur la saisonnalité. Cette compréhension des clients, des adhérents, qu'effectivement, il y a des produits, on n'en a pas toute l'année. Beaucoup le comprennent, hein, mais il y a encore une bonne frange qui, voilà, il ne va pas trouver normal de ne pas avoir sa tomate pour son plateau de Noël. Qui ne va pas comprendre que dans nos magasins, on refuse tout ce qui est transporté par avion. Donc, les fruits exotiques à Noël, c'est punaise, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a une question, donc, Madame Harley. Est-ce qu'il existe un lieu pour discuter de quelle production nouvelle serait intéressante dans la région pour les porteurs de projets agricoles? Le GAB. Ouais. Et la chambre d'agriculture, peut-être. Ouais. Là, je vais donc pour les producteurs porteurs de projets, on en accueille régulièrement au GAB pour parler notamment de leur stratégie de commercialisation. Donc voilà, c'est des rendez-vous gratuits pour les porteurs de projets. On les reçoit et on fait un peu le point sur la production dans le Morbihan et les places éventuellement qui à prendre, toujours en tenant compte de leur projet initial. Et j'ai cru voir dans les participants Stéphanie, je crois, Floc. Donc voilà, le GAB fait ces choses-là. La Chambre d'agriculture le fait également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vais laisser le soin à Adrien de reprendre la parole, nous faire un peu une conclusion de ce que nous venons de voir et nous parler un peu des perspectives et voilà, perspectives d'évolution de cette filière. Du coup, on peut voir, en fait, si on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir. On a vu un territoire, on a vu quasiment essentiellement même le territoire du PNR pour la réunion du jour, avec Tudual qui est un petit peu excentré, mais peu importe, l'impact, elle est là, elle est locale. On a vu des magasins qui aujourd'hui, on a vu Saint-Avé, mais on a aussi parlé de Biogolf et donc du pays de Vannes. On a aussi parlé de l'empreinte aussi pays de l'Orient ou autre. On a vu des producteurs qui étaient volontaires, on a vu des magasins qui étaient également demandeurs. Et l'impact territorial, technique, économique, environnemental ou tout ce dont on parle en ce moment dans les sujets politiques, je pense que la filière est là pour y répondre. De par le fait d'avoir concentré 5, 6, 7, 8 producteurs sur une même palette. Donc c'est du temps de moins sur la route, comme on disait. C'est une palette qui est optimisée, c'est des coûts aussi, c'est les producteurs qui sont aussi chez eux à produire et non pas à rouler. On n'est pas routier, on est aussi avant tout producteur au champ.
Donc chacun, on essaie de respecter les métiers de chacun. Les commerçants ou les magasins font leur métier, on fait le nôtre, et tout ça dans une bonne dynamique collective, et avec cet esprit toujours de vouloir le faire tous ensemble. Donc c'est pour ça que certaines choses des fois avancent moins vite, mais au moins une fois que tout ça est validé, il y a de grandes chances qu'on aille aussi plus loin. Merci Adrien. Je vais laisser Madeleine reprendre, s'il n'y a pas de questions, laisser Madeleine reprendre pour la conclusion de ce réunion et pour nous annoncer les prochains événements. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Eh ben, déjà, je voudrais vraiment remercier tout le monde d'avoir été présent déjà. C'est un samedi matin. Là, il y a soleil, on a le droit d'aller se promener plus longtemps qu'avant. Donc, merci de vous être présentés ce matin. C'était super important. La question de Stéphanie là, a été traitée? Non. Peut-on orienter des porteurs de projets des magasins des communes vers l'assaut? Aujourd'hui, on a des demandes qui sont assez régulièrement faites, de par soit les collègues, les relations assez simples entre producteurs. Donc, moi, des fois, j'ai des coups de téléphone de gens qui nous demandent s'il y a possibilité d'intégrer. Le problème, c'est qu'il y a différents porteurs de projets. Il y a déjà les porteurs de projets qui, en général, peuvent être en bio que dans 2 ou 3 ou 4 ans parce qu'ils sont au tout début de leur projet. On a des gens qui arrivent avec des volumes qui ne se sont pas posés de questions comment les vendre, et donc du coup on n'est pas en capacité de les traiter, enfin de les intégrer à la filière. Mais après c'est du cas par cas, et évidemment de toute façon ça se fera par toutes ces choses-là de la discussion, quelqu'un qui cherche un projet, qui va se dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je peux faire. À ce moment-là, oui, je vais le faire pour la filière, et il prendrait une place aujourd'hui qui est vacante. Toujours cette notion de développement et non pas de prise de déstructuration des choses qui existent déjà. C'est de l'amélioration, du développement bien plus qu'autre chose. Mais après, il faut qu'ils appellent, et c'est vraiment cas par cas. Aujourd'hui, on a eu le souci aussi de réussir à se réunir rien qu'entre producteurs pour la filière. On a réussi à distance et en se croisant au moment de la préparation des commandes à continuer d'avancer et de répondre aux besoins des magasins. Mais l'année prochaine, je pense qu'on arrivera plus facilement à organiser des réunions pour peut-être intégrer de nouveaux producteurs et de nouveaux magasins dans la filière. Tu peux donner mon portable, Stéphanie? Ouais. Pas à tout le monde non plus, hein, mais à ceux qui connaissent pas. Alors, très bien, merci. Du coup, moi, j'allais conclure, mais peut-être qu'il y a d'autres questions. Allez-y, on est là pour ça. Profitez. On voit surtout ce que l'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de production locale, et donc les gens se regroupent pour produire, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas orienter aussi un petit peu dans le cadre du PNR avec nos communes pour que les productions aillent vers nos… je reviens sur mon problème des cantines à terme, hein, si vous voulez. Voilà, avec nos élus, voir si on ne peut pas faire des productions pour les cantines bio, par exemple. Voilà, c'était… Alors, si j'ai bien compris la question, puisqu'on a entendu très faiblement, je comprends que vous demandez si, au sein du PNR, on peut organiser une production des producteurs vers les cantines. Oui, voilà. Alors, Madame, je vais répondre peut-être sur cette partie-là. La filière qu'on vient de voir, et on l'a répété plusieurs fois, ne prend pas la place de la production déjà fournie dans les magasins. Et c'est le cas également pour la restauration collective, puisqu'il y a une autre association qui existe, qui est spécialisée, qui ne fait que de la restauration collective, et qui s'appelle Manger Bio 56. Donc, cette filière-là qu'on vient de vous présenter ne prend pas la place d'une filière qui serait déjà en place. Voilà, donc le travail serait à faire avec cette association-là qui travaille déjà avec les territoires sur le Morbihan. D'accord. Bon.
Et effectivement, c'est le rôle d'institutions telles que les nôtres, que ce soit le GAP, que ce soit la Chambre d'agriculture qui est aussi présente à cette visio, ou le parc, d'appuyer les initiatives de ce type. Oui. Merci vraiment d'avoir participé activement aussi avec vos questions. Je remercie surtout Corentin, Adrien et Sébastien qui nous ont beaucoup appris aujourd'hui. Certains d'entre vous, en tout cas ceux avec qui j'échange, ont reçu des informations sur la prochaine sortie, qui sera une sortie de terrain. Je vous invite à répondre au sondage sur vos dispos, me dire si ça serait plutôt le samedi ou le mercredi. Et là, on ira visiter une ferme, en l'occurrence la ferme du Vincent. Et ça sera l'occasion pour nous de lancer notre panel comme on le souhaitait, à savoir de manière plus conviviale, et d'apprendre vraiment à se connaître en se voyant. Donc, merci à tous et à une prochaine fois. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Merci, madame. Merci.